Notre troisième édition du webinaire consacré aux achats inclusifs pour les structures inclusives. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous installer doucement derrière votre écran et de vous mettre à l'aise. Nous allons attendre 4 petites minutes et nous commencerons le webinaire à 11h05. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, juste pour rappel, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet « Questions ». Nous privilégierons les réponses aux questions posées dans cet onglet-là. Vous pouvez les poser du coup tout au long de la présentation de Nabil. Par ailleurs, sachez que s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, nous vous ferons parvenir un mail à l'issue du webinaire dans lequel contiendra les réponses à ces questions, la présentation, le support de présentation, mais aussi le lien pour pouvoir avoir accès à l'enregistrement de ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, les questions, c'est à l'écrit, mais si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait les poser également à l'oral. Il suffira de monter sur scène et de rejoindre Nabil et moi sur cette scène digitale. Vous êtes les bienvenus. C'est le dernier webinaire que nous animerons d'ici la fin de ce semestre. Nous reprendrons courant septembre pour 3 nouvelles sessions de webinaire. Par ailleurs, notez bien que tous les mois, donc, nous avons un webinaire consacré aux achats inclusifs et par ailleurs, en quinconce, tous les mois, mais avec 2 semaines de différé, nous avons des hotlines dédiées aux structures inclusives sur les problématiques qu'elles rencontrent concernant la réponse à des appels d'offres ou à des consultations. Nabil est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Nous ferons parvenir au fur et à mesure les invitations à ces temps à ces permanences. Du coup, la prochaine, si mes souvenirs sont bons, aura lieu en septembre. C'est bien ça, Nabil? Bonne question, c'est possible. Oui, c'est ça. Et puis par ailleurs, dès la semaine prochaine, nous organisons avec Patrick Faure, qui fait partie d'une structure inclusive, mais qui est spécialiste des groupements momentanés d'entreprises, un webinaire dédié à ce thème. Donc, il aura lieu le mardi 11 à 14h30. Je vous ferai parvenir une invitation dès aujourd'hui. On évoquera du coup toutes les problématiques, la définition, comment monter un groupement momentané d'entreprise pour pouvoir augmenter vos chances de réponse à un appel d'offres qui est conséquent. Voilà, donc j'attends encore 1 minute avant de lancer le top départ à ce 3e webinaire. Par ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous adresser à moi aussi directement par mail. Normalement, les mails de Pauline du marché de l'inclusion, vous devez en avoir un sacré tas. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il est bientôt 11h05. Nous allons du coup bientôt commencer. Il est 11h05. Donc, Nabil, je te propose de débuter et les retardataires nous rejoindront en cours. Bonne présentation. Super, merci Pauline. Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Moi, je suis Nabil Mohamed Krachai, donc je travaille dans les achats depuis 15 ans maintenant. Voilà, donc j'ai rejoint le marché de l'inclusion en mai 2024. Donc, mon rôle pour vous, pour les structures inclusives, c'est de vous aider à mieux comprendre la fonction achat et quelles sont les grandes étapes, entre guillemets, d'un processus achat et pour vous permettre déjà de mieux comprendre et de mieux répondre aussi à un acheteur quand vous avez des échanges
avec des acheteurs. Donc, comme le disait Pauline, on a eu deux premiers webinaires. Le premier webinaire, c'était sur les fondamentaux achats, donc pour mieux comprendre, entre guillemets, la fonction achat. Et ensuite, le deuxième webinaire, c'était sur la partie réponse à appel d'offres. Et donc, aujourd'hui, on va aborder la partie mieux comprendre l'analyse des offres côté acheteur, c'est-à-dire que là, on est dans l'étape où au moment où vous avez déjà déposé votre offre, que vous l'avez déjà envoyée aux acheteurs, et ensuite, l'acheteur, lui, va faire ce qu'on appelle l'analyse des offres pour pouvoir sélectionner la meilleure offre reçue. Donc, on va passer sur plusieurs étapes. Premièrement, la définition, qu'est-ce qu'est une analyse des offres. Ensuite, les deux grandes étapes de l'analyse des offres. Et ensuite, comment réagir. Comment réagir en cas de victoire, mais aussi comment réagir en cas de non-sélection. Parce que vous le verrez au cours du webinaire, mais la non-sélection n'est pas une fin en soi. C'est plutôt le démarrage de, je vais dire, ce qu'on appelle un cercle vertueux pour vous permettre de vous améliorer entre guillemets en continu. Mais ça, on va pouvoir l'aborder pendant le webinaire. Et ensuite, dernière étape, bien entendu, c'est les questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas au cours du webinaire à poser vos questions dans l'onglet questions. Ça nous permettra de prendre un peu de temps pendant le webinaire. L'objectif, c'est que ce webinaire soit le plus interactif possible pour qu'on puisse échanger avec vous et vous répondre en live. Donc voilà, donc définition de l'analyse des offres. Donc comme je le disais, l'analyse des offres, c'est le moyen par lequel un acheteur va sélectionner le fournisseur répondant le mieux à ses problématiques sur un sujet donné. Donc l'objectif, c'est d'analyser, d'apprécier les offres selon un certain nombre de critères que l'acheteur aura définis avec les autres parties prenantes associées à cette analyse des offres. Le plus courant, c'est d'avoir l'acheteur pour toute la partie, je vais dire, financière et tout ce qui est relatif à la RSE ou à la RSO, en fonction de si vous êtes sur les achats privés ou sur les achats publics. Et l'expert technique, ce qu'on appelle l'opérationnel ou le client interne des achats, sur la partie plutôt technique et vraiment sur la partie besoin. Donc, les grands critères qu'on peut retrouver, c'est d'une, la qualité technique de l'offre, les délais d'exécution, les conditions de livraison, le SAV, etc. Donc, comme je vous le disais, le prix ou le coût. Le prix, c'est vraiment, entre guillemets, ce que va payer l'acheteur ou l'entreprise ou l'organisation publique. Et le coût, ça peut être tout ce qui est coût d'utilisation. C'est vraiment le coût global, ce qu'on appelle le coût complet, qui va permettre d'intégrer des éléments de tout ce qui va être recyclabilité, par exemple, coût d'utilisation, coût de réparation, coût de remplacement, etc., pour vraiment avoir une vision complète et ne pas être juste sur un prix qu'on appelle facialement intéressant, mais qui va engendrer des prix et des coûts supplémentaires. Voilà, l'objectif de l'analyse par le coût complet, c'est vraiment de sélectionner une offre, en tout cas sur la partie tarifaire, avec tous les éléments inhérents au coût. Et ensuite, comme je vous le disais, la partie RSE. Donc voilà, ça c'est, je vais dire, les critères classiques qu'on peut retrouver le plus largement possible dans les procédures et dans les appels d'offres et dans les consultations. Après, il peut y en avoir d'autres en fonction peut-être des critères un peu plus spécifiques selon les besoins. Mais là, voilà, c'est vraiment pour vous donner une visibilité sur les coûts, les critères, les plus généraux et les plus courants dans une phase d'analyse des offres. Je vous ai aussi listé, j'ai scindé un peu les deux mondes des achats, d'un côté les achats privés, d'un côté les achats publics, parce que, comme vous le savez, la partie achat public, il y a beaucoup de réglementaires, et donc le fait qu'il y ait beaucoup de réglementaires cadre énormément les droits et les obligations des acheteurs publics. Donc, pour toutes les slides, je vous ai un peu mis cette scission et
ce split entre les deux mondes pour vous donner aussi une vision sur la partie réglementaire et pour les achats publics. Donc, pour les acheteurs privés, ils n'ont aucune obligation de communiquer en amont les critères d'analyse des offres. Ça, c'est des choses qui, le plus souvent, gardent en interne. Après, une des bonnes pratiques achats, même pour les acheteurs privés, c'est aussi de communiquer en amont. Donc, vous aurez potentiellement dans des consultations privées les critères d'analyse des offres qui seront communiqués, mais en tout cas, il n'y a aucune obligation pour un acheteur privé de les communiquer. Par contre, pour les acheteurs publics, il y a une obligation de communiquer les critères et les sous-critères dans les documents de consultation à partir de 40 000 € hors taxe. Voilà, donc c'est vraiment ces critères-là et ces sous-critères-là qui sont préalablement affichés, qui sont communiqués à l'intégralité des candidats à une procédure en achat public. Autre point, l'acheteur public a l'obligation de définir des critères en lien avec l'objet du marché. Il ne peut pas définir un critère totalement décorrélé, totalement déconnecté de l'objet du marché. Voilà, donc tous les critères d'appréciation des offres doivent être en lien avec l'objet du marché. On va passer sur les grandes étapes d'analyse des offres. Donc, j'en ai listé deux. La première étape, c'est ce qu'on appelle la présélection. Et en fait, cette étape va permettre d'écarter les offres qui ne répondent pas aux exigences minimales définies par l'acheteur. Donc, l'objectif de cette présélection, c'est de ne garder que les offres pertinentes et qui répondent, comme je vous le disais, aux exigences minimales, parce que si on ne faisait pas de présélection, on aurait une multitude d'offres qui ne répondent pas aux besoins. Et en termes donc déjà de pertinence de l'analyse, de qualité de l'analyse, mais aussi de temps passé à l'analyse des offres, ce serait trop important. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne garder que les offres pertinentes au stade de l'analyse des offres. Pour les acheteurs privés, donc aucune règle encadrant cette phase de présélection. Comme je vous le disais, il y a peu de réglementaires sur la méthode de faire des achats pour la partie privée. Par contre, pour la partie publique, il y a 3 types d'offres qui peuvent être évincées. Ce qu'on appelle les offres irrégulières, donc c'est les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de consultation, par exemple des offres incomplètes. Les offres inacceptables, donc c'est les prix excédant les crédits budgétaires alloués au marché. Et les offres inappropriées, ce sont les offres qui sont sans rapport avec le marché, car incapables de répondre au marché et aux exigences de l'acheteur. Voilà, donc ça c'est pour la partie présélection. Et une fois que cette présélection est terminée, qu'on a gardé entre guillemets uniquement les offres pertinentes, on passe du coup à l'analyse des offres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'analyse des offres, elle sert à apprécier les offres, mais aussi à les comparer entre elles, c'est-à-dire réaliser un classement selon les critères d'analyse des offres et la notation associée pour pouvoir identifier et déterminer l'offre la plus intéressante en s'appuyant, comme je vous le disais, sur les critères d'analyse des offres qui auront été définis au préalable. Donc, sur la partie acheteur privé, encore une fois, aucune règle les obligeant à communiquer les critères de sélection d'analyse des offres aux candidats. Mais voilà, comme je vous le disais, certains acheteurs privés utilisent aussi les bonnes pratiques des acheteurs publics, même s'ils n'ont aucune obligation. Certains acheteurs privés le font parce qu'ils partent du principe, et ça, c'est un des points que j'ai déjà identifié dans le deuxième webinaire sur comment répondre à une analyse des offres, en disant que si on communique les critères d'analyse des offres, du coup, les offres reçues seront adaptées, seront personnalisées par rapport à ces critères-là. Voilà, donc pour les acheteurs publics, encore une fois, obligation réglementaire de communiquer les critères et sous-critères d'analyse des offres et leur pondération. C'est important ce point-là, parce que la pondération, vous allez avoir en fait l'importance que donne l'acheteur, enfin l'organisation ou l'entreprise, aux différents critères. Donc, quand on parle de pondération, c'est une pondération la plupart du temps en pourcentage, et ce qui vous permet de voir
ce qui est réellement, entre guillemets, important pour l'acheteur, pour l'entreprise et pour l'organisation. Ce qui vous permet, vous, d'axer votre réponse, de mettre, je vais dire, le paquet sur les critères les plus importants. Alors attention, il ne faut pas laisser les critères même peu pondérés, donc qui n'ont pas un gros poids dans l'analyse des offres. Il faut y répondre correctement parce que ça peut aussi faire la différence. L'objectif de l'analyse des offres, c'est d'avoir une notation complète, donc sur la base de l'ensemble des critères. Donc, mettez le paquet sur les critères importants, mais ne sous-estimez pas et ne laissez pas de côté les critères même peu pondérés parce que votre offre va être appréciée de manière globale et donc la décision va être sur l'intégralité des critères. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions déjà à ce stade. Pas encore de questions à ce stade-là. Je pense que tu es très clair. Tu peux continuer, Nabil. Merci. Bon. Eh ben, avec grand plaisir. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme on le disait, n'hésitez pas à réagir pour pouvoir poser vos questions. Voilà, donc là, on passe sur comment réagir en cas de victoire. Voilà, vous aurez l'occasion et le droit de fêter ça comme l'image intégrée. Voilà, ça veut dire que voilà, vous avez gagné l'appel d'offres, les efforts que vous avez réalisés ont payé. Maintenant, il est temps de concrétiser cette victoire. Ce que je dis, c'est que la victoire, c'est le moment où tout commence. Moi, je vais lister quelques bonnes pratiques parce que en fait, le moment où vous avez gagné le marché, où on vous donne l'attribution, c'est aussi le moment où vous pouvez encore plus rassurer l'acheteur et l'organisation ou l'entreprise pour lequel vous allez réaliser des prestations. Donc, une des bonnes pratiques, ça peut être de faire preuve de proactivité vis-à-vis de l'acheteur. Donc, par exemple, vous pouvez proposer d'organiser une réunion de lancement, voilà, en donnant déjà quelques créneaux, en réitérant aussi votre motivation pour la réalisation des prestations associées. Voilà, l'idée, c'est vraiment, entre guillemets, de faire une deuxième bonne impression pour confirmer en tout cas le sentiment de l'acheteur qu'il a eu au moment de l'analyse des offres. Donc, ensuite, une des bonnes pratiques, c'est de reprendre les documents de l'appel d'offres et de sa réponse aussi pour se rafraîchir la mémoire. Parce qu'il peut y avoir un temps très important qui s'écoule entre le moment où vous avez déposé votre offre et le moment où vous avez une réponse. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai déjà géré des procédures d'appel d'offres en marché public qui ont duré 1 an et demi au global. Alors, quand je parle d'1 an et demi, c'est du moment où on démarre à construire l'appel d'offres, etc. Mais voilà, entre l'analyse des offres et le moment où vous avez déposé votre offre et le moment où on donne notre réponse, ça peut être plusieurs mois, ça peut être 6 mois qui se sont écoulés et du coup, voilà, la vie continue pendant que l'acheteur analyse les offres. Mais l'idée, c'est voilà, de vraiment se rafraîchir la mémoire pour être pertinent et se remémorer qu'est-ce qui est attendu, quelles sont les prestations objets du marché, dans quel cadre, quelles sont les conditions d'exécution, qu'est-ce que vous allez être, sur quels éléments et sur quels points vous allez être suivi, voilà, quels sont les résultats attendus par l'acheteur. Donc voilà, vraiment se rafraîchir la mémoire parce qu'encore une fois, ça peut prendre du temps d'analyser des offres. Et ensuite, encore une fois, sur ce point-là, faire un état des lieux des ressources humaines et matérielles disponibles et établir un planning prévisionnel. Parce que au moment où vous avez déposé l'offre, potentiellement, vous avez fait tout un plan de charge, vous avez défini d'un planning prévisionnel associé sur la base d'un planning qu'aurait communiqué l'acheteur. Le fait que la réalité dépasse souvent la théorie fait que peut-être que le planning prévisionnel fourni par l'acheteur n'est plus du tout en adéquation avec la date réelle. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire votre état des lieux de votre côté et encore une fois, faire preuve de proactivité
pour dire, bon, bah voilà, nous, on a fait notre état des lieux sur la partie ressources humaines et matérielles, on pourrait démarrer les prestations à telle date. Voilà, donc ça, c'est le point aussi pour rassurer l'acheteur et pour lui donner aussi plus de visibilité sur la partie vraiment concrète. Hein. Comme je vous le disais, la victoire, c'est le moment où tout commence. Et du coup, voilà, ça permet de donner plus de visibilité à l'acheteur sur vos capacités et vous lui donner des éléments concrets de démarrage des prestations. Et enfin, mobiliser les équipes en interne, voilà, pour leur dire, bon ben voilà, on a gagné, c'est génial. Voilà ce sur quoi on va être attendu. Voilà à quelle date on va pouvoir démarrer les prestations. Et au moins, ça permet d'embarquer tout le monde et aussi, comme je le disais, de rafraîchir la mémoire ou de donner la visibilité sur les éléments importants pour l'acheteur. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour le moment, pas. Ah si, pardon, okay. Il y en a une qui vient d'arriver. Il y a Carole qui demande si dans la construction du dossier MP, est-il important d'avoir des photos et de l'argumentaire? Oui, alors toutes les preuves, entre guillemets, sont bonnes à prendre. Donc oui, ça permet de concrétiser et de montrer des réalisations entre guillemets réelles. Mais encore une fois, tout dépend des critères d'analyse des offres qui ont été définis par l'acheteur. Si vous sentez dans les critères d'analyse des offres que vous pouvez appuyer votre réponse par des photos, par des argumentations, par des justifications, c'est très important de les mettre parce que du coup, ça va appuyer, entre guillemets, la partie théorique. Voilà, quand on dit, quand un fournisseur dit « je suis capable de réaliser les prestations », ça, c'est entre guillemets la partie théorique. Par contre, si vous intégrez des photos, des justifications, etc., eh ben, vous apportez la preuve concrète que vous êtes en capacité de réaliser ces prestations. Mais encore une fois, toujours en étant adapté et toujours en regardant les critères d'analyse des offres pour orienter et construire votre réponse. Merci Nabil. Alors, nous n'avons pas d'autres questions, donc je te propose de poursuivre sur la dernière partie. Super. Donc là, on va passer sur la non-sélection. Alors, bon, je sais que c'est un moment de déception et très frustrant hein, pour les fournisseurs parce que vous vous êtes donné vous avez mis beaucoup d'énergie, épuisé beaucoup d'énergie dans la réponse à un appel d'offres. Donc, c'est jamais un bon moment à passer. C'est jamais une décision qu'on accueille avec gaieté de cœur. Mais par contre, c'est pour moi hein, une vraie opportunité d'amélioration parce que c'est le moment où vous allez pouvoir avoir du feedback, avoir un retour d'appréciation de l'offre, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez proposé pour vous permettre de rentrer ou de continuer une démarche et d'alimenter une démarche d'amélioration continue, que ce soit sur la partie offre en tant que telle ou prestation, mais aussi sur la partie forme de votre réponse. Voilà, donc vraiment, moi, mon point, c'est vraiment capitaliser au maximum sur la non-sélection parce que ça va vous permettre de mieux répondre à l'avenir. Et enfin, un autre point sur la non-sélection, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été sélectionné pour l'appel d'offre A que l'acheteur ne fera jamais appel à vous pour un appel d'offre B, par exemple. L'appel d'offre A, c'est aussi le moment pour vous d'être visible. Peut-être que le marché était un peu trop grand, trop gros pour votre capacité. Voilà. 2 petites secondes.
Voilà, donc c'est vraiment aussi un élément important et un moment important, la réponse à l'appel d'offres pour pouvoir être visible, pour pouvoir se faire connaître, parce que j'ai déjà vu et j'ai déjà fait, j'ai déjà refusé des fournisseurs pour un appel d'offres, mais après pour un besoin qui est revenu 3 mois ou 6 mois ou 1 an après, je me suis remémoré un des fournisseurs que j'avais évincé. Parce qu'il y avait un meilleur fournisseur que lui à l'époque. Mais après, j'ai pu reprendre contact avec ce fournisseur-là et travailler avec lui sur d'autres prestations ou d'autres périmètres. Donc voilà, c'est pas une fatalité. Alors, comme je le disais, hein, c'est assez compliqué à accueillir comme décision, mais c'est pas une fatalité, pardon. Donc, comme je vous le disais, il est vivement conseillé de solliciter l'acheteur pour mieux comprendre et identifier les axes d'amélioration de son offre. Encore une fois, pour les acheteurs privés, aucune règle les obligeant à communiquer les raisons ayant motivé la non-sélection d'une offre. Même s'il n'y a aucune règle, les acheteurs privés le font de plus en plus. J'ai travaillé dans le privé, dans le public. Voilà, même dans le privé, je donne toujours des raisons aux fournisseurs évincés et aux fournisseurs non retenus pour leur permettre de s'améliorer, pour leur permettre de mieux comprendre les raisons de cette non-sélection. Et ensuite, pour les acheteurs publics, encore une fois, la réglementation les oblige à vous fournir certaines réponses et certaines informations. Donc déjà, il faut savoir que l'acheteur public doit vous informer de votre non-sélection, avec une obligation aussi de motivation du rejet pour les procédures formalisées. Voilà, je sais qu'en achat privé, il y a beaucoup de fournisseurs des fois qui se plaignent sur le fait qu'ils ont été ce qu'on appelle ghostés, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à un appel d'offres et ils n'ont jamais eu de retour de la part de l'acheteur. Pour les acheteurs publics, en tout cas au-dessus de 40 000 euros, l'information de la non-sélection est totalement obligatoire et aussi avec une motivation du rejet pour les procédures formalisées. Et enfin, communication des informations suivantes aux candidats qui en font la demande. Donc c'est ce que je dis, hein, il faut vraiment capitaliser, creuser les raisons d'une non-sélection. Et en plus, vous avez aussi la capacité en marché public à avoir les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. Donc ça, c'est un point super important voilà, que je vous invite à faire le plus possible pour mieux répondre, pour mieux comprendre aussi comment les acheteurs fonctionnent et ne pas vous arrêter, entre guillemets, à une non-sélection parce que, comme je le disais, c'est pas une fin en soi. Voilà. Donc on passe sur la partie questions-réponses. Alors ce webinaire est un peu plus court que les autres, mais au moins ça va nous permettre d'avoir plus d'interaction. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci Nabil. Alors effectivement, il y avait 2 questions qui avaient le même sujet. Il s'agissait de celle de Marie-Ange et Carole, mais tu y as répondu. C'était comment obtenir un retour détaillé sur les causes de la non-sélection. Donc, a priori, pour les acheteurs publics, pour des marchés de plus de 40 000, ils sont dans l'obligation de fournir des raisons. En dessous, du coup, si c'est pour un marché en dessous de 40 000 ou pour des acheteurs privés, comment faire si l'acheteur nous ghost, comme tu dis, les fournisseurs? Est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir, ils ont l'autorisation de pouvoir les relancer? Oui, alors juste un point sur la partie marché public. Alors pour les procédures formalisées, c'est les procédures qui sont en fonction des acheteurs, hein, mais ça peut commencer à partir de 143 000 euros hors taxe ou 221 000 euros hors taxe pour une autre typologie d'acheteurs publics. Donc c'est là où il y a une obligation de motivation du rejet. Après, la plupart du temps, la motivation du rejet peut être aussi succincte. Donc de toute façon, dans tous les cas de figure, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre contact avec l'acheteur et de lui demander des éléments supplémentaires, des détails, des informations plus précises sur la raison de cette non-sélection. Et quelle que soit
le montant de l'appel d'offres et quelle que soit la typologie d'acheteur. Est-ce que c'est un acheteur public, un acheteur privé? Vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre contact avec l'acheteur pour pouvoir mieux comprendre. Pardon, merci beaucoup Nabil. Alors, une autre question de Marie-Ange. Après Aymeric, on reviendra vers vous. Vu que c'est moins sur le sujet, on posera votre question ensuite. Marie-Ange demande s'il est possible de demander à l'acheteur le montant auquel a été attribué le marché. Alors, il me semble que oui, mais je ne veux pas vous dire de fausses informations. Il me semble que oui, parce que il est possible d'avoir, tout à l'heure je parlais des caractéristiques et avantages de l'offre retenue pour les procédures formalisées. Il me semble que la caractéristique prix est une donnée communicable. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser ce point et dans ces cas-là, on vous fera un retour par mail pour être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi. Ok, merci beaucoup Nabil pour ces précisions. Alors, attends, je regarde juste. Hop. Alors là, c'est une question d'Aymeric, question un peu touchy pour Nabil, s'il accepte de relever le défi. Attention Nabil. Sur un appel d'offres remporté qui se passe ensuite par bon de commande et que des lobbies s'invitent a posteriori. Comment tirer la couette vers soi, preneuse de bonnes pratiques? Alors, déjà, on va faire la distinction entre achat public et achat privé. En achat public, si vous êtes sur ce qu'on appelle un accord cadre à bon de commande, c'est-à-dire que vous avez été référencé dans le cadre d'un marché, mais qu'il n'y a pas, que ensuite les prestations devront être réalisées par l'émission d'un bon de commande. Déjà, si vous êtes plusieurs attributaires sur ce marché-là, donc plusieurs fournisseurs à avoir été retenus dans le cadre de ce marché, il faut savoir que la règle d'attribution des bons de commande doit être définie préalablement par l'acheteur et doit être communiquée par l'acheteur. Donc l'acheteur ne peut pas décider, l'acheteur public ne peut pas décider comme il le souhaite, entre guillemets, d'attribuer le premier bon de commande au fournisseur A et puis après, pour le deuxième bon de commande, l'attribuer au fournisseur C. Il y a des règles d'attribution des bons de commande qui sont les plus générales, c'est le classement au moment de l'analyse des offres. Donc, par exemple, le fournisseur A a été classé premier, le fournisseur C classé deuxième et le fournisseur B classé troisième. Vous avez été tous les trois retenus. Et ben, la règle d'attribution des bons de commande va être d'abord au premier. Si le premier ne peut pas répondre, ce sera au deuxième. Et si le deuxième ne peut pas répondre, ce sera au troisième. Donc ça, c'est la règle, ce qu'on appelle la règle d'attribution par classement. Et ensuite, vous avez aussi une règle qui est la règle d'attribution des bons de commande par ordre alphabétique. Voilà, donc ça, c'est cadré et l'acheteur ne peut pas y déroger et elle doit être connue et communiquée à l'ensemble des fournisseurs et même des candidats parce que c'est une information qui doit être intégrée à la procédure et aux documents de consultation. Ensuite, sur la partie appel d'offres privé, là, encore une fois, où il n'y a pas je précise juste mon point sur la partie achat public. Il y a aussi en achat public ce qu'on appelle un principe d'exclusivité. Donc l'acheteur, quand il réalise un accord cadre ou un marché ou un contrat avec un fournisseur, il y a ce principe d'exclusivité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ouvrir la porte à d'autres fournisseurs sur ce même marché, bon, sauf certains cas de figure ou ce qu'on appelle le système d'acquisition dynamique qui est entre guillemets toujours ouvert. Mais en tout cas, il y a ce principe d'exclusivité qui ferme la porte à de nouveaux entrants. Ensuite, sur la partie achat privé, l'objectif, le mieux à mon sens quand on est dans ce cas de figure-là, c'est déjà de faire un point avec l'acheteur, clairement. Je pense de mettre le sujet sur la table, alors de manière assez constructive. L'idée, c'est aussi d'être dans une relation
apaiser, mais aussi une relation de partenariat avec l'acheteur privé, de lui exprimer ce point-là, de lui exprimer aussi les impacts sur son activité et sur sa structure, mais aussi de montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser les prestations. Voilà, clairement, hein, si un acheteur fait ça, c'est vraiment pas une bonne pratique, pour être totalement transparent avec vous. Voilà, si vous avez été sélectionné sur un appel d'offres, il n'y a pas réellement de raison que vous soyez remis en concurrence, encore une fois, avec des fournisseurs qui sont venus après coup, sauf si vous n'êtes pas en capacité de réaliser les prestations objet du contrat ou objet du marché. Parce que voilà, l'acheteur a quand même aussi le devoir de trouver un fournisseur qui répond à ses attentes. Donc je sais pas, hein, ça peut arriver, hein, des fournisseurs qui à un instant T disent aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en tout cas sur cette période-là, je ne vais pas être en capacité de réaliser les prestations, et donc l'acheteur doit aller chercher sur le marché un ou d'autres fournisseurs capables de réaliser les prestations. Mais voilà, s'il n'y a pas d'éléments concrets qui justifient ce point-là, voilà, c'est une mauvaise pratique. Donc moi, mon point et mon conseil, c'est plutôt de discuter, encore une fois, hein. De toute façon, je vais dire que la discussion, c'est le meilleur moyen d'une, de crever les abcès, et puis aussi d'améliorer les choses. Parce que potentiellement, il peut y avoir des incompréhensions, des malentendus, etc. Et le fait de poser les choses sur la table, c'est, à mon sens, le meilleur moyen. Merci Nabil pour cette réponse bien fournie. C'était une question en fait d'Acrylic Contact où j'ai pas le nom ni le prénom, donc j'espère que le retour de Nabil vous convient et qu'il a réussi à relever le défi haut la main. Donc j'ai d'autres questions. Une de Philippe qui demande comment ça se passe, que se passe-t-il si une information importante n'a pas été donnée dans l'appel d'offres et qui peut biaiser la réponse. Je pense par exemple à des questions de reprise de salariés du précédent titulaire du marché. Un recours est-il possible dans ce genre de cas de figure, Nabil? Alors déjà le mieux, c'est si vous intégrez, si vous identifiez ce point-là quand vous téléchargez ou vous recevez un appel d'offres ou une consultation, et que vous identifiez des éléments manquants sur la partie, par exemple, reprise du personnel, parce que vous connaissez le secteur, vous connaissez les prestations, vous connaissez la réglementation. Si vous voyez qu'il y a des choses manquantes, moi déjà, mon premier point, c'est de le faire savoir à l'acheteur. Il y a la plupart du temps, et dans, je vais dire 90% des cas, et encore une fois, si il n'y a pas de... dans 90% des cas, vous allez avoir ce qu'on appelle un délai de question-réponse. Encore une fois, si l'acheteur n'en met pas dans sa consultation, c'est soit par manque de temps, soit par manque d'expertise, de bonnes pratiques achat, parce que c'est toujours un bon exercice, je trouve, moi, la phase de question-réponse. Voilà, donc si vous identifiez des points de manquement, etc., au préalable, voilà, faites-le remonter à l'acheteur pour que d'une, vous ayez des informations et une réponse de sa part, et que potentiellement, il revoie aussi la constitution de son marché ou de son appel d'offres, et qu'il intègre les éléments obligatoires et incontournables sur certains marchés. Voilà, donc ça, c'est le premier point un peu, je vais dire, préventif. Après, sur la partie curatif, est-ce que, juste pour préciser la question, est-ce qu'on est retenu, est-ce que dans ce cas-là, vous êtes retenu ou pas retenu? Philippe, vous pouvez prendre le micro si vous souhaitez répondre directement. On est retenu, dit Philippe. Ok. Alors, ça, c'est... alors, c'est un point super important, parce qu'en effet, la reprise de personnel peut mettre à mal aussi une structure, un fournisseur.
pour moi, le recours que vous pouvez avoir, c'est de dire que il faut voir les impacts, hein, encore une fois, si c'est des impacts entre guillemets légers entre guillemets sur votre activité, sur votre santé financière, sur votre structure, etc. D'informer quand même l'acheteur en lui disant ce point-là n'avait pas été identifié dans le cadre de l'appel d'offres, mais voilà, étant donné que ça a un impact léger, à vous de décider, hein, mais soit vous êtes en capacité de l'absorber ou soit vous n'êtes pas en capacité de l'absorber. Si vous n'êtes pas en capacité de l'absorber, là, il faut absolument faire un point avec l'acheteur. Faire un point avec l'acheteur pour clarifier ce point, pour lui faire remonter les impacts aussi sur votre structure. Potentiellement, c'est un autre, potentiellement, vous allez soit ne pas pouvoir réaliser les prestations et être sélectionné, soit il va y avoir un impact sur la partie prix. Le mieux, encore une fois, hein, c'est de faire un point avec l'acheteur pour trouver une solution à l'amiable. Après, vous avez toujours la partie médiation des entreprises qui peut être sollicitée dans ce genre de cas de figure, parce que la médiation des entreprises et le médiateur, ça sert aussi à avoir des relations qui soient équilibrées entre un acheteur et un fournisseur. Donc vous avez toujours ce biais-là. L'idée, encore une fois, c'est de trouver une solution. Alors là, avec quelqu'un d'externe, avec quelqu'un de neutre, donc ça peut être aussi un point intéressant. Et après, vous avez toujours la partie contentieuse s'il n'y a aucune solution qui sont trouvées. Alors sur la partie contentieuse, je n'ai pas l'expertise juridique. Voilà, je ne suis pas juriste et je ne suis pas avocat, donc ça, je pense qu'il faudra creuser plutôt vous de votre côté. Mais ça, voilà, ces trois points-là, c'est, je vais dire, les trois leviers, les trois possibilités que vous avez. Mais après, à vérifier vraiment avec quelqu'un qui a l'expertise juridique pour identifier quels sont les leviers activables dans ce cas de figure précis. Parce que là, on sort de mon champ de compétences, malheureusement. Merci Nabil. J'espère, Philippe, que cette réponse vous convient. Du coup, j'ai encore des questions à te poser, Nabil. Carole demande si tu peux définir le principe d'exclusivité. Des SIAE peuvent-elles être privilégiées des entreprises? Voilà. Alors, des SIAE peuvent être privilégiés dans le cadre de marchés réservés. Donc là, c'est le marché réservé, c'est la décision de l'acheteur donc de réserver son marché, donc c'est-à-dire de ne rendre possible l'ouverture du marché et donc la réponse à ce marché-là uniquement à des structures de l'insertion et ou à des structures du handicap, parce que quand l'acheteur décide de réserver son marché, il a la possibilité de choisir que le SIAE ou le STPA ou les deux. Donc là, c'est le premier point, c'est la partie, entre guillemets, de privilégier les structures inclusives. Et ensuite, le principe d'exclusivité, c'est le fait que, admettons qu'un acheteur fasse un marché de nettoyage d'un bâtiment, le principe d'exclusivité fait que le titulaire du marché qui aura remporté l'appel d'offres a l'exclusivité de ce contrat-là. C'est-à-dire que l'acheteur, sauf cas de figure particulier, encore une fois, hein, si le fournisseur n'est pas en capacité de réaliser les prestations, s'il y a des litiges, etc., mais en tout cas, l'acheteur n'a pas la capacité de faire appel à une autre société. Si vous gagnez un marché, si vous êtes titulaire d'un marché public, il y a le principe d'exclusivité et donc l'acheteur ne peut pas solliciter un autre fournisseur parce qu'il avait eu envie de solliciter un autre fournisseur. Merci Nabil. Je continue avec les questions. Elles sont un peu je les prends par ordre d'arrivée, donc il n'y a pas forcément de logique. En cas de bon de commande, quelle est la somme au maximum? Alors, il n'y a pas de montant maximum sur un bon de commande.
Tout dépend le marché, tout dépend l'objet du marché, tout dépend le sujet, mais il n'y a pas de montant maximum pour un bon de commande. Ok, merci pour ce retour. Une autre question de Marie-Ange. Pendant la phase de questions-réponses, l'acheteur peut-il refuser de répondre à une question d'un candidat? Normalement, non. Il y a une obligation pour les acheteurs publics de répondre aux questions qui ont été posées. Après, tout dépend. Ça peut, s'il y a des notions de confidentialité, l'acheteur peut être en droit, bien sûr, de refuser de répondre à une question, mais il doit le justifier. Il ne peut pas juste dire nous n'avons pas envie ou nous ne souhaitons pas répondre à cette question. Il faut expliquer, il faut qu'il explique pourquoi il ne répond pas, parce que c'est des éléments confidentiels, c'est des éléments d'organisation interne, etc., etc. Et ça peut être un droit, mais en tout cas, il doit le justifier. Il ne peut pas laisser une question sans réponse. Même si la réponse est déjà dans les documents de consultation. Il peut vous dire, les éléments, vous pourrez les retrouver dans le cahier des charges à la page 30, par exemple. Mais en tout cas, il ne peut pas laisser une question comme ça en suspens. Ok, merci beaucoup. Une question de Laetitia. Dans un appel d'offres, les pénalités peuvent faire très peur à de petites entreprises ou structures comme les nôtres. Savez-vous si elles sont systématiquement appliquées en cas de manquement, en cas de manque? Alors, là, encore une fois, c'est la philosophie de l'organisation de l'entreprise et de l'acheteur. Voilà, il y a des acheteurs qui vont appliquer les pénalités directement, d'autres qui vont entamer d'abord une démarche de discussion, de mise en place d'un plan d'action correctif, d'échange avec le fournisseur, vraiment d'être, comme je vous le disais, dans cette relation de construction, de partenariat et d'échange et de discussion avant d'appliquer des pénalités. Normalement, et encore une fois, dans la majorité des cas, l'acheteur, dans le contrat, définit et décrit les méthodes d'application des pénalités. Et donc, à ce moment-là, dans cette clause-là, vous pourrez voir comment est-ce que vont être traitées les pénalités par l'acheteur. C'est est-ce qu'elles vont être appliquées directement ou est-ce qu'elles vont faire l'objet de plusieurs discussions, plusieurs réunions d'échange, etc., avant d'appliquer les pénalités s'il n'y a pas d'amélioration des résultats. Donc ça, c'est un élément que vous pourrez retrouver dans les documents de consultation ou de documents de consultation, que ce soit sur les achats publics ou achats privés. Ça, c'est plutôt sur la partie contrat qu'on les retrouve. Et après, si vous n'identifiez pas soit de méthode d'application des pénalités, soit qu'il n'y a pas cette notion de discussion préalable, d'échange, de réunion préalable avant l'application des pénalités, c'est encore une fois toujours une question que vous pouvez poser à l'acheteur. Parce que si vous avez une interrogation, la phase de questions-réponses, c'est vraiment le meilleur moyen et c'est le meilleur moment pour pouvoir clarifier l'intégralité des points. Donc, encore une fois, et ça c'est un des points qu'on a couvert sur le deuxième webinaire de mémoire, profitez vraiment de la part du délai de questions-réponses pour clarifier l'intégralité des points que vous estimez nécessaires, et quand j'insiste sur le vous estimez nécessaire, pour être beaucoup plus serein sur la réponse à l'appel d'offres, mais surtout sur votre capacité, d'une, à réaliser les prestations, mais aussi à assumer le marché, tant en termes de capacité financière, capacité matérielle, capacité humaine. C'est vraiment la phase de questions-réponses, pour moi, c'est ce qui va vous permettre aussi de décider si vous répondez à un appel d'offres ou vous décidez de passer votre tour.
voilà, je vous invite vraiment à regarder le webinaire sur la partie réponse à appel d'offres. Pour moi, il ne faut pas essayer de répondre à tous les appels d'offres parce que d'une, vous allez vous épuiser et de deux, ça va se ressentir sur la qualité de votre réponse à l'appel d'offres. Pour moi, il est préférable de privilégier les appels d'offres sur lesquels soit vous vous sentez à l'aise, soit vous êtes confiant sur votre capacité à répondre et à assurer les prestations plutôt qu'essayer de répondre à tout. Et des fois, les documents de la consultation permettent de savoir si on va être en capacité de répondre et d'assurer les prestations ou ne pas être capable. Mais après, des fois, il y a des appels d'offres qui sont pas assez, ou en tout cas qui ne vous donnent pas assez d'éléments pour pouvoir vous décider. Et donc, dans ces cas-là, profitez de ce délai des questions-réponses pour pouvoir décider et avoir les informations qu'il vous manque et les informations nécessaires. Sachant qu'en plus, en tout cas en marché public, les questions et les réponses sont publiques, c'est-à-dire que l'intégralité des candidats, donc ceux qui ont téléchargé le dossier de consultation en étant connectés à la plateforme, peuvent être alertés. Alors ça, il faut cocher une case de mémoire dans les profils acheteurs pour pouvoir être alerté sur la publication des réponses, mais vous aurez accès à l'intégralité des questions des candidats et à l'intégralité des réponses apportées par l'acheteur. Et là, c'est, je vais dire, une mine d'or d'informations parce qu'il y a potentiellement des questions auxquelles vous n'aurez pas pensé, mais vos concurrents ou d'autres candidats y auront pensé et ça va vous permettre de capitaliser sur l'intégralité des réponses apportées. Alors, soit pour vous décider si vous souhaitez répondre ou non à l'appel d'offres, soit pour construire votre réponse à l'appel d'offres parce que, encore une fois, les réponses peuvent permettre aussi d'affiner son offre, d'améliorer la pertinence de son offre en fonction des réponses obtenues par l'acheteur. Ok, merci beaucoup Nabil. Il nous reste 7 minutes avant la fin du webinaire. J'ai encore 2 questions. Une première dans la continuité de celle qu'elle venait de poser. Carole souhaiterait savoir s'il y a différents types de bons de commande. Non, il n'y a qu'un seul type de bon de commande. Non, il n'y a qu'un seul type de bon de commande. Ok. Et par ailleurs, Marie-Ange nous pose une question que de nombreuses structures, sur lesquelles de nombreuses structures s'interrogent. En tant qu'entreprise adaptée, comment se démarquer quand on se positionne sur des marchés non réservés et faire oublier les a priori liés au handicap? Alors pour moi, il y a plusieurs points. C'est d'orienter votre réponse. Alors, c'est toujours apporter la preuve, entre guillemets. Hein. Nous aussi, on essaye aussi de combattre les préjugés par l'accompagnement des acheteurs, mais les préjugés, malheureusement, on la vie dure. Donc, un des points, c'est d'apporter, je crois qu'on en parlait au début une des premières questions qui a été posée, c'est est-ce qu'on apporte des illustrations, des photos, des preuves de réalisation, des justifications, etc. Ça, à mon sens, c'est un bon moyen pour montrer, pour prouver à l'acheteur que vous êtes en capacité de réaliser des prestations. Ça peut être de donner des exemples de réalisation de prestations très similaires ou similaires à l'objet de l'appel d'offres auquel vous répondez. Alors, un point, hein, c'est que les références clients en marché public ne peuvent pas être considérées comme ne peuvent pas être analysées dans l'offre. C'est quelque chose qui est à part. Mais voilà, toujours essayer d'apporter la preuve que vous êtes en capacité de réaliser les prestations par des réalisations concrètes ou par des investissements. Enfin voilà, c'est vraiment, je ne sais pas, par exemple sur des nouvelles machines sur lesquelles vous avez investi, la formation des salariés ou des personnes accompagnées. Voilà. Et ensuite, l'autre point, à mon sens, c'est tout ce qui va être la contribution, ou en tout cas le fait que
faire appel à vous pour l'acheteur, que ce soit une entreprise publique, une organisation publique ou une entreprise privée. Ça répond aussi à la stratégie RSE de l'organisation ou de l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est un des points aussi à mettre en avant pour dire que d'une, vous êtes en capacité de répondre et d'assurer les prestations sans faille, avec la qualité attendue, etc. Et montrer ce que vous mettez en œuvre et comment est-ce que vous allez réaliser les prestations, mais aussi le fait de faire appel à des structures inclusives va permettre à l'acheteur soit d'améliorer ou en tout cas soit de concrétiser sa stratégie RSE. Ok, c'est très clair. Merci Nabil. Il est 11h56. Je pense qu'on a encore le temps pour une mini-question ou deux. Une grande question ou deux mini-questions. Par ailleurs, je vous avais parlé, en attendant s'il y a une dernière question qui vous vient en tête avant que vous me la posiez, je vous avais parlé d'un autre webinaire qui aura lieu le 11 juillet de 14h30 à 15h30, dont le sujet est le groupement des opérateurs économiques pour répondre du coup en groupement à des marchés. Donc, je vous mets le lien si vous êtes intéressé par ce type de sujet. Je vous mets le lien dans le chat. Alors, encore une dernière question. Carole demande s'il est possible d'indiquer que nous fassions appel à la location de matériel pour la réalisation de travaux. Peut-on indiquer que nous faisons appel à la location de matériel pour la réalisation de travaux? Alors, vous pouvez. Vous pouvez. Après, il faut... à mon sens, c'est... faut que ce soit pertinent, il faut que ça reste pertinent dans le cadre de l'offre et de l'analyse des offres. Enfin, faire appel à de la location de matériel, c'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'il faut, si vous l'indiquez, il faut indiquer aussi les avantages de cette location. Voilà, c'est les premières idées qui me viennent à l'esprit, hein, mais pour moi, faire appel à de la location, ça permet d'avoir toujours des machines ou du matériel qui soit nouveau, qui soit récent, qui soit entretenu. Voilà, vous pouvez l'intégrer, mais essayez toujours d'appuyer vos propos par des avantages pour l'acheteur. Voilà. Par exemple, sur de la location de matériel, admettons, l'acheteur a deux offres, une où les matériels sont achetés, vous avez de la location de matériel, potentiellement, il faut trouver, entre guillemets, l'avantage que ça peut apporter à l'acheteur et l'évoquer et l'intégrer à votre offre. Je veux dire, comme point de valeur ajoutée ou point élément différenciant par rapport à d'autres. Super, merci, magnifique. Il est 11h59, donc parfait timing. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et surtout merci à toi Nabil d'avoir pris ce temps surtout de réponse pour pouvoir informer les structures sur ces différents sujets. On vous donne rendez-vous du coup à la rentrée. À partir du mois de septembre, il y aura à nouveau des webinaires ainsi que des permanences pour répondre à toutes vos problématiques liées aux achats inclusifs. Enfin, aux achats, plutôt aux réponses aux achats. On vous souhaite une excellente journée et on vous souhaite un très bel été à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.